Bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Il est 14h05. Les retardataires nous rejoindront peut-être au fil de l'eau, mais pour ne pas prendre de retard pour tous ceux qui nous ont rejoints, je vous propose de démarrer. Pour ce webinaire que nous organisons à l'occasion de la Semaine européenne de la vaccination 2023. Celui-ci est le temps inaugural d'une démarche que nous avons construite en 2 temps. Le premier, le moment qui nous réunit aujourd'hui, est une approche plutôt théorique et il sera complété par une approche pratique de mise en situation autour d'études de cas. Et ce second temps sera organisé cet automne à l'occasion de 3 séquences de 3 heures chacune qui sont programmées le 19 septembre, 3 octobre et 17 octobre. Cet exercice, il est dédié aux professionnels qui sont des ressources souvent mobilisées. On avait trouvé la date, mais il faut qu'on s'inscrive. Oui, je vous le redirai à la fin de la réunion. Donc, cet exercice, il est dédié aux équipes opérationnelles en hygiène, aux équipes mobiles d'hygiène qui interviennent dans les établissements de santé, établissements médico-sociaux, mais également aux professionnels de santé au travail. Et également, l'ARS a rerouté notre message d'invitation à d'autres structures extérieures, des centres de vaccination, des CEGID, notamment, qui peuvent également participer à la promotion et à l'organisation de la vaccination des professionnels de santé. Donc, ce programme, il a été construit par le CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté en lien avec l'IREPS et il fait suite à la collaboration de nos 2 structures qui a été initiée pendant la crise Covid. En effet, à l'occasion de cet épisode Covid, nous avons été associés dans le cadre d'un groupe de travail régional qui était coordonné par l'Agence régionale de santé pour re-questionner les déterminants de la vaccination en y intégrant une approche sociologique pour tenter de développer des outils et des messages qui étaient adaptés à nos cibles. Donc, développer des supports de communication, des actions innovantes pour encourager la vaccination des professionnels est indispensable. Mais finalement, mieux armer les professionnels, et ça c'est ce que chacun d'entre nous faisons finalement, nous au niveau CEPIAS et vous au niveau des structures que vous accompagnez, mais mieux armer les professionnels qui sont impliqués dans la promotion de la vaccination pour faire face à cette hésitation vaccinale, certes ancienne, mais qui est peut-être beaucoup plus présente depuis l'épisode Covid, et maintenant notre nouveau challenge et notre objectif. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole aux 2 oratrices que je vais laisser se présenter et vous rappeler simplement quelques règles avant de démarrer pour que l'ensemble des participants profitent au maximum du temps de présentation et d'échange. Donc, simplement, vous avez pu le voir et cocher ce webinaire, il est enregistré et le replay sera mis en ligne la semaine prochaine au plus tard sur la chaîne YouTube du CEPIAS parce que cette semaine, c'est une semaine en fait de vacances scolaires en Bourgogne-Franche-Comté et certains d'entre vous, enfin certains professionnels de la région ne pouvaient pas nous rejoindre ce jour. C'est important de noter dans le chat vos coordonnées, de vous identifier pour dire que vous étiez participant à la séquence du jour pour être destinataire des informations à l'issue de la réunion. Et puis, si vous pouvez éteindre vos micros pendant les temps de présentation, ce serait parfait. Et puis, vous avez un chat qui vous permet de poser des questions au fil de l'eau. Et puis, vous pourrez également prendre la parole. Un temps d'échange sera organisé à la fin de la présentation. Alors, à voir ce que Fabienne et Élise pensent, si elles veulent une discussion groupée à la fin des 2 présentations ou à l'issue de chacune d'elles. Elles le disent juste après. Et puis, on se retrouve pour le temps d'échange et je passe la parole à Fabienne pour la première présentation. Donc, Patricia, si vous pouvez départager pour que Fabienne partage, ce serait parfait. À tout à l'heure et bonne présentation. Bonjour à tous. Je vais essayer de voir partager. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Pas encore. Pas encore. Alors, attendez, je pense qu'il faut que je... Est-ce que tu veux que je vienne? Non, attends, je vais y arriver. J'ai oublié. Cliquons là. Et là, peut-être que ce sera mieux.
C'est parfait. Très bien. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis le docteur Fabienne Bozon. Alors, moi, j'ai un parcours professionnel un petit peu particulier puisque j'ai d'abord sévi en service des urgences pendant plus de 20 ans. Et puis, j'ai eu l'occasion de bifurquer pour travailler comme praticien hospitalier en service de maladies infectieuses et tropicales au CHU de Besançon, où j'ai assuré essentiellement de la consultation, alors avec une filière de patients VIH et puis aussi de la consultation vaccination. Et puis depuis un an, j'ai intégré, parce que j'ai aussi une formation d'hygiéniste, j'ai intégré donc le CEPIAS, et donc je vais vous parler aujourd'hui de vaccination et hésitation vaccinale. Alors, en introduction, déjà, donc en France, mais pas qu'en France, mais les professionnels de santé font l'objet de recommandations vaccinales. Alors, pour deux raisons. Déjà, pour les protéger de maladies transmissibles auxquelles ils pourraient être exposés dans leur pratique professionnelle, mais aussi de réduire le risque de transmission nosocomiale à leurs patients et notamment les plus fragiles. Alors, il y a des obligations vaccinales et je vais détailler un petit peu plus après. Donc, actuellement encore, on a des obligations vaccinales en matière de diphtérie, tétanos, polio et hépatite B, et des recommandations vaccinales concernant la grippe saisonnière, la rougeole, la coqueluche et la varicelle. Volontairement, je ne parle pas spécialement du Covid. Donc, voici ces recommandations. Donc, obligation vaccinale d'été, polio, hépatite B, recommandations vaccinales, grippe saisonnière, rougeole, coqueluche, varicelle. Alors, un petit bémol quand même, puisque la HAS a souhaité réévaluer justement les obligations vaccinales et recommandations vaccinales chez les professionnels de santé. Elle a émis un avis le 30 mars 2023, mais qui va être complété en juillet 2023, sur les obligations vaccinales d'été polio, et elle émet l'hypothèse de ne plus rendre obligatoire ces vaccinations pour les professionnels de santé, de maintenir l'hépatite B malgré tout en obligation vaccinale. Voilà, donc tout simplement parce que voilà, le risque pour les professionnels de santé d'être exposés à diphtérie, tétanos, polio paraît faible. Voilà, donc ce sera rediscuté puisqu'il va y avoir la problématique de la valence coqueluche et ce sera décidé qu'en juillet prochain. Et comme on n'a pas quand même de vaccin coqueluche seul et que c'est combiné aux 3 autres valences, voilà, je ne sais pas ce qui va être décidé. Toujours est-il que c'est maintenu encore en obligation dans certains départements d'outre-mer et en particulier à Mayotte du fait de la polémique de l'épidémie de diphtérie qui existe actuellement sur ces territoires. Donc la présentation va se faire sur essentiellement les vaccinations recommandées, donc en commençant, comme vous en doutez, par la grippe. Sur ces 2 petits graphiques, ce qu'on peut voir, c'est que oui, ça évolue de façon épidémique tous les ans, et que ce soit les consultations dans médecine générale de ville et les hospitalisations, on peut superposer ces courbes. Il y a des vagues épidémiques, et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il n'y a pas eu cette vague attendue par effet Covid, donc 2020-2021, de par la mise en place, entre autres, des mesures barrières et des consignes d'isolement. Donc, on a une maladie qui est quand même contagieuse, avec un R0 de 2 à 3. Donc, je pense que maintenant, vous êtes habitués au R0, donc au risque pour un patient grippé de contaminer au moins 2 à 3 personnes. C'est une transmission gouttelette. Alors, concernant les recommandations vaccinales, on cible les personnes à risque de forme grave. Bon, ils sont à peu près représentés sur les petites icônes que vous avez là. Je pense que vous les connaissez, donc les patients obèses, les femmes enceintes, les enfants en effet qui sont à risque de forme grave parce qu'ils sont atteints d'une pathologie respiratoire, d'atteinte cardiovasculaire et autres, les personnes âgées de par leur fragilité, leur comorbidité et aussi la problématique de l'immunosénescence, et donc tous les patients diabétiques et fragiles. L'entourage de ces personnes à risque, bien évidemment, puisque le bémol de la vaccination antigrippale, c'est une protection qui n'est malheureusement pas de 100%, mais on sait bien que plus on va vacciner de personnes, plus on va protéger aussi les gens à risque qui eux-mêmes peuvent moins bien répondre à la vaccination, plus on va peut-être éviter la contamination et les épidémies. Donc, on va vacciner la famille entourant ou vivant sous le même toit, les aides à domicile et, bien évidemment, le personnel soignant. Concernant les couvertures vaccinales, donc tous les ans, nous avons un point publié par Santé publique France. Et quand on regarde ces 2 cartes, on voit bien qu'il y a probablement un effet avant Covid, après Covid. Donc la couverture vaccinale, globalement, pour les professionnels de santé en établissement de santé,
été évalué en 2018-2019 à 35% pour observer une chute à 22% sur la saison 2021-2022. On redétaillera un peu plus tard, mais c'est vrai que voilà, les professions les meilleurs élèves restent donc malgré tout les médecins et les sages-femmes. Concernant la couverture vaccinale des professionnels de santé en EHPAD, eh ben, c'est à peu près les mêmes conclusions, même si la différence est un peu moins nette. Là aussi, entre 2018 et 2019, une couverture vaccinale antigrippale qui a bien chuté et on trouve les mêmes données et le même profil dans d'autres établissements médico-sociaux hors EHPAD. La variabilité de la couverture vaccinale, eh ben, ça va dépendre de plusieurs éléments, donc de la profession, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc en effet, médecins, sages-femmes seraient les meilleurs élèves, de l'âge, alors ça peut se comprendre, hein, plus on vieillit, plus on peut avoir de comorbidités, plus on vieillit, plus on se dit que eh ben, si on peut se protéger au max, donc voilà, on augmente probablement la couverture vaccinale avec l'âge. Et puis, concernant le sexe, eh bien, probablement des hommes qui sont mieux vaccinés que les femmes. Donc, ça, ce sont des données de Santé publique France qui ont été publiées donc, en 2019. Bon, voilà pour la grippe. La deuxième pathologie qui est soumise à des recommandations vaccinales chez les professionnels de santé, donc la rougeole. Donc là, je vous mets une petite carte mondiale parce qu'on ne peut quand même pas non plus ignorer, ce n'est pas notre problématique en France, soit, mais la tendance mondiale aura un impact sur ce qui nous arrive aussi en France. Donc, on a eu déjà affaire à plusieurs vagues épidémiques. C'est une maladie très contagieuse. Donc là, le R0 fait beaucoup moins rire, hein, puisqu'on arrive à 15, avec une transmission R. Et des vagues épidémiques, dont la dernière en date, entre 2016 et 2019, on a pu constater une augmentation de 556% du nombre de cas de rougeole signalés dans le monde. Alors, pourquoi? Parce que malheureusement, la couverture vaccinale n'a pas atteint l'objectif attendu, parce que on verra aussi pour les années 2022 et donc cette année 2023 une inquiétude sur un nouveau pic épidémique de rougeole, la pandémie ayant malheureusement limité les campagnes de vaccination et l'accessibilité à la vaccination dans certaines zones difficiles d'accès. Pour la France, donc là aussi, plusieurs vagues épidémiques, une en 2010-2011, et on s'est rendu compte à ce moment-là que les gens qui faisaient une rougeole étaient soit les gens qui n'étaient pas vaccinés, bien évidemment, parce qu'ils sont les plus réceptifs, soit les gens qui n'avaient eu qu'une dose vaccinale. Et c'est pour ça qu'on parle de rattrapage en recommandant une deuxième dose. Et pour espérer l'éradication de la maladie, éviter de transmettre et surtout protéger éventuellement les 5% qui ne voudraient pas ou qui ne pourraient pas être vaccinés, il faudrait donc un objectif de 95% avec cette deuxième dose pour envisager l'éradication de la rougeole. Donc, c'est compliqué. Il faut savoir que la majorité des cas de rougeole, donc je vous l'ai déjà dit, sont survenus chez des sujets non mal vaccinés et qu'il y a eu quand même des évolutions parfois fatales. Alors, probablement, c'est les sujets les plus fragiles. On constate sur la petite courbe que vous avez au-dessus, le graphique, que là encore, donc, la crise sanitaire a permis une chute drastique des cas de rougeole, avec donc cette inquiétude d'une reviviscence de phénomènes épidémiques rougeole, puisqu'on le constate dans d'autres pays, et donc avec l'inquiétude que ça arrive aussi sur notre territoire, et aussi avec la problématique que toute personne et tout professionnel est aussi possiblement un voyageur, et il peut être amené à être en contact dans des zones touristiques exotiques à cette problématique. Alors, il y a eu plusieurs études qui ont été faites au moment de ces vagues épidémiques qui ont montré que globalement, le taux de contamination des professionnels de santé non humains était quand même évalué 13 à 19 fois supérieur à celui de la population générale, qui a eu des cas de transmission nosocomiale de rougeole en France, et ça avait impliqué quand même dans 2/3 des cas des professionnels de santé. Et puis, donc, voilà, on a des cas nosocomiaux signalés alors, dans les services d'urgence essentiellement et dans certains services de pédiatrie. Donc, le professionnel peut être vecteur et contaminant. Alors, concernant les recommandations professionnelles, on sait déjà de façon générale, les recommandations générales, c'est de faire 2 doses de vaccin ROR, quelle que soit l'ancienneté concernant les autres vaccinations et quelle que soit l'ancienneté des pathologies, il faut qu'on ait
au minimum 2 doses qui protègent contre ces 3 pathologies pour les gens qui sont nés après 1980. Pour les personnes nées avant 80, en tout cas selon les recommandations professionnelles, et sans antécédents connus de rougeole ou de rubéole, il faut donc envisager de recevoir au moins une dose de vaccin trivalent. Donc, on cible les professionnels de santé, les professionnels travaillant dans les services accueillant des patients à risque de rougeole grave, que sont les patients immunodéprimés, et puis les professionnels en charge de la petite enfance. Alors, pas besoin de contrôle sérologique, mais on pourra en parler un petit peu plus tard. Ce n'est peut-être pas tout à fait le sujet là actuellement. Je vous parlerai éventuellement après des questionnements concernant les fameuses sérologies qui sont souvent faites, qui ne sont pas utiles en fait. Alors, concernant les données de couverture vaccinale, donc la dernière étude qu'on a, qui n'est pas très vieille en fait, 2018-2019, sur les professionnels de santé, sur la couverture vaccinale, qui a été donc publiée là aussi dans Santé publique France, avait été exclus les professionnels de santé qui déclaraient des antécédents de rougeole. Et donc là, globalement, la couverture vaccinale contre la rougeole des professionnels serait évaluée en gros à 73%. Elle varie en fonction de l'âge, de la profession, de certains types de services. Là encore, donc, les moins de 40 ans sont probablement un peu mieux vaccinés, de par ce que je vous ai dit tout à l'heure, que pour tous ceux qui sont nés après 80, il faut envisager 2 doses. La profession, voilà, donc les bons élèves, médecins et sages-femmes, ce qui explique que le type de service, c'est qu'on a probablement une meilleure couverture vaccinale contre la rougeole des professionnels de santé dans les services de gynéco-obstétrique. Juste une petite diapo concernant si on devait rendre obligatoire cette vaccination au niveau des professionnels de santé. Voilà, globalement, il n'y a pas énormément de réticence. 73% des professionnels seraient plutôt très favorables à l'obligation vaccinale. Et là encore, médecins et sages-femmes se positionnent directement. La coqueluche, donc là encore une maladie très contagieuse avec un R0 à peu près identique, aux alentours de 15, et une transmission gouttelette. Ce qu'on peut dire sur la coqueluche, c'est qu'il y a 2 pics d'incidence. Les petits de moins de 1 an et en particulier les moins de 3 ans qui sont les plus à risque d'être hospitalisés pour des coqueluches sévères. Il y a une autre problématique chez les gens de plus de 50 ans qui posera questionnement justement aussi sur la couverture vaccinale, sur le schéma de vaccination de la population générale, ce qui n'est toujours pas acté dans le dernier bulletin épidémiologique qui vient de sortir. C'est qu'on sait que les gens de plus de 50 ans, hommes et tabagiques, sont les plus à risque potentiellement d'être hospitalisés pour coqueluche. En tout cas, il y a des études nord-américaines qui le prouvent. Alors, grâce justement à l'obligation de vaccination chez les tout-petits, on peut voir quand même qu'il y a un nombre de cas de coqueluche chez le nourrisson qui a bien baissé, mais on reste encore sur le réseau Renacoc sur des taux de 1000 cas de coqueluche ayant nécessité une hospitalisation chez les tout-petits, donc moins de 12 mois, et surtout chez les très petits, les moins de 3 mois, donc entre 2013 et 2021, donc ce qui reste quand même encore un problème non négligeable. Concernant les professionnels de santé, la vaccination est recommandée pour les personnels soignants dans leur ensemble, y compris dans les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, ce qui rejoint le fait que les gens aussi les plus âgés sont à risque aussi de formes graves et d'hospitalisation. Les personnes travaillant en contact étroit et répété avec les nourrissons, bien évidemment âgés de moins de 6 mois, donc devraient être vaccinés en priorité. Alors, il faut bien penser que ces professionnels qui travaillent dans ces services-là, il est recommandé qu'ils aient des rappels d'été polio coqueluche à 25, 45 et 65 ans, qui est un petit peu différent du calendrier vaccinal dans la population générale, où on fait une recommandation de rappel coqueluche à l'âge de 25 ans, et on ne fait plus que des rappels d'été polio 45 et 65 ans, voire si nécessité de cocooning, on y rajoute la valence coqueluche. Donc, sont dans cette classe de professionnels où les recommandations rougeole sont mises en avant, les étudiants des filières médicales et paramédicales, et bien évidemment les professionnels de la petite enfance, dont les assistants maternels. Donc, dans le calendrier vaccinal, vous avez dû voir aussi qu'il y a une extension, non seulement il y avait le principe du cocooning du bébé à venir en protégeant l'entourage proche d'un bébé à venir contre la coqueluche, maintenant il y a la possibilité de vacciner les femmes enceintes qui ont été validées, donc à partir du 2e trimestre, idéalement entre la 20e et la 36e semaine d'aménorrhée. Les données de couverture vaccinale,
sur la même étude, voilà, à peu près 53% des professionnels éligibles donc sont protégés ou vaccinés ou sont en règle face à la vaccination coqueluche. Donc là, c'est pareil, cette variabilité de la couverture, elle diminue avec l'âge. Les professions, pareil, les mieux vaccinées face à la coqueluche, les médecins, les sages-femmes. Et puis après, bon, c'est des petits détails sur le reste. On est un petit peu surpris, donc on est bien protégé globalement contre la coqueluche dans le service de pédiatrie. Bon, ça c'est bien. Et puis les services de gynécologie, mais c'est quand même encore insuffisant. Et en tout cas, chez les personnes en réanimation, où on peut être amené à prendre en charge des gens fragiles, immunodéprimés, la couverture vaccinale n'est pas optimale. La dernière pathologie donc, qui est soumise à une recommandation vaccinale chez les professionnels de santé, donc c'est la varicelle. Là encore, donc une maladie très contagieuse, un R10 aux alentours de 10, une transmission R et contact. Alors, c'est une pathologie qui est fréquente, qui est assez rarement grave dans la petite enfance, mais on sait qu'on a une augmentation du risque de complications donc, avec l'âge, chez les personnes fragiles et au cours de la grossesse. Donc, on peut avoir des conséquences graves en milieu de soins. La varicelle professionnelle concerne des adultes non humains et chez qui la fréquence des complications donc, est 25 fois plus importante que chez l'enfant. Donc là, c'est pareil, on a une petite saisonnalité dans les vagues épidémiques de varicelle, essentiellement printanière du nombre de cas. Bon, mais ça, c'est normal, c'est attendu, en tout cas sur les données 2023. Il n'y a rien d'anormal sur le… Ouais, merci. Eh ben, merci de votre intervention. La vaccination contre la varicelle, elle est recommandée donc, pour les personnes sans antécédent de varicelle, ou dont l'histoire est douteuse et dont la sérologie est négative, et qui donc exercent dans les professions suivantes, donc les professionnels en contact avec la petite enfance et les professionnels de santé en formation, à l'embauche ou à défaut déjà en poste, voilà, et accueillant des patients à risque de varicelle grave, que sont donc les immunodéprimés, les services donc, de gynécologie obstétrique, néonate, pédiatrie, maladies infectieuses et néphrologie. Alors, quelle est la couverture vaccinale? Voilà, donc 26%. Bon, pour les personnes qui n'auraient donc pas déclaré de varicelle dans leur enfance. Donc, c'est relativement faible. Alors, on n'a pas d'objectif ou d'obligation d'objectif qui nous a été donné. Mais voilà, donc la couverture vaccinale concernant ces professionnels reste extrêmement faible. Voilà pour ma présentation. Peut-être que c'est pertinent de faire la présentation d'Élise dans la suite et puis de faire des échanges groupés à l'issue des deux présentations. Ça vous va? Oui. Marche. Alors, est-ce que Fabienne, tu peux me laisser la main pour partager oui, alors du coup, j'ai fait échappe. Il faut que je fasse quoi? Faut que tu départages. Départager ton écran. Oui, j'ai mis mettre le partage en pause, mais ça ne me pas… Attends, j'arrive. Ok, désolée. En attendant, je peux me présenter sans avoir la projection du PowerPoint. Oui. Élise Guillermet, je suis directrice des programmes à l'IREPS, l'instance régionale d'éducation pour la prévention et la promotion de la santé. Et je suis anthropologue de formation. J'ai un doctorat en anthropologie. Comme le disait Nathalie, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble pour l'ARS sur, on va dire, une stratégie sur mesure qui pourrait venir apporter des éléments de réponse fins, des outils à ce qui se pose dans le quotidien, dans l'hésitation vaccinale et dans la prévention des virus de manière plus large. Avant ce travail en Bourgogne-Franche-Comté, je travaillais à l'international pendant 10 ans pour l'élaboration de stratégies de communication et de mobilisation sociale pour les ministères de la Santé en Afrique et en Asie, souvent des programmes qui étaient financés par l'UNICEF, l'OMS ou d'autres organisations internationales. Donc, je vais vous présenter cet après-midi ce qui est issu vraiment de l'expérience et de l'évaluation des stratégies au niveau international pour rendre compte de ce que l'on connaît comme étant efficace, maintenant qu'on y travaille, qu'on travaille sur ce sujet depuis une quinzaine d'années. Et on fera un focus plus particulièrement sur votre rôle à vous.
qui est central. En tant que professionnel de santé, le professionnel de santé, il est essentiel pour transmettre les messages et réussir, dans certains cas, on va voir dans quel cas, à accompagner la décision vers la vaccination. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Alors, on va aussi avoir des échanges dans un premier temps, sans se parler, enfin c'est moi qui parle, mais vous aurez des quiz auxquels vous pouvez répondre. Et à la fin, on pourra avoir donc une discussion ouverte. Donc, premier quiz pour vous interroger sur vos représentations. Avant qu'on en vienne à partager du contenu théorique, un premier quiz avec une question. Du coup, Nathalie, je ne sais pas, c'est toi qui... C'est Patricia qui met les quiz. Et par voilà, contre, tu n'es pas en mode diaporama, simplement. Bon, c'est peut-être volontaire, mais voilà, nickel. Donc, vous voyez le premier quiz. Merci, Patricia. Alors, quel est le motif principal de vaccination selon vous? Vous devez choisir qu'une seule réponse. Donc, donnez votre motif principal. Je vous laisse lire chacun de votre côté et cocher la réponse qui vous semble la meilleure. Bon, je pense que tout le monde a voté. Donc, voici les résultats. Merci. On voit qu'on a des ensembles de réponses qui se rapprochent. Donc, l'obligation en priorité, d'accord. Être en bonne santé, donc être convaincu de la vaccination, éviter de contaminer les patients, protéger ses proches. OK. Merci. Alors, je vais vous proposer, vous allez voir que les éléments de réponse vont venir au fur et à mesure. Je vous propose une définition qui est la définition communément partagée au niveau international du comportement vaccinal. Donc, vous voyez là l'idée de processus. C'est une des premières choses qui est intéressante avec ces flèches. C'est l'idée de positionnement de processus. C'est valable à la fois si on prend une approche macro, on va se dire comment les uns et les autres se positionnent sur le curseur. C'est aussi valable à l'échelle individuelle. On peut se retrouver au cours de sa vie à un endroit ou à un autre de cette courbe, de cette flèche. Donc, vous avez sur la gauche ce qu'on appelle la demande active, où là, on va avoir vraiment les gens qui sont convaincus par la vaccination et qui vont être demandeurs et faire tout ce qu'il faut pour pouvoir y accéder. Ce n'est pas une catégorie pour laquelle on va consacrer beaucoup d'énergie et de temps sur notre sujet de l'hésitation vaccinale. Là, on sait que c'est acquis. L'acceptation passive, qui caractérise le comportement de ceux qui acceptent tous les vaccins sans chercher d'informations, sans avoir davantage de précision sur le vaccin et sur comment il fonctionne, est une attitude que l'on observe notamment lorsqu'il y a obligation. Le fait d'être obligé de se faire vacciner va mener dans une posture qui est passive, ne plus être dans une réflexion et dans une décision réelle en combinant et en confrontant des arguments. La difficulté avec cette acceptation passive peut être lorsqu'on lève l'obligation. Donc, c'est peut-être quelque chose à quoi vous allez assister prochainement, presque nous a décrit le docteur Boson, où des questions vont pouvoir venir à la surface, remonter à la surface. Une posture plus réticente, voire un refus, va peut-être apparaître chez cette catégorie de personnes qui est dans une attitude passive. Vous allez aussi en avoir qui vont rester dans une demande automatique, voire une demande active. On va voir, on observera ça ensemble dans les mois et dans les années qui viennent.
Ce qui nous intéresse plus particulièrement au niveau de l'hésitation vaccinale, ça va être toute la catégorie des personnes qui se retrouvent dans la réticence à la vaccination. Ceux qui refusent les vaccins, qui sont donc du côté rouge, ceux-là, on sait qu'on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les convaincre, on ne peut pas amener un changement d'attitude chez des gens qui sont foncièrement contre tous les vaccins. Là, pareil, donc, inutile de mettre de l'énergie à essayer d'argumenter. Toute argumentation va plutôt conduire à renforcer le comportement d'opposition et de refus. Là où nous avons une fenêtre pour accompagner la décision vaccinale, c'est auprès des personnes qui ont une attitude de réticence ou d'hésitation vaccinale. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette attitude et dans cette posture? Qu'est-ce qui est intéressant de retenir pour nous dans notre pratique au quotidien? Une première chose, c'est de se dire que cette réticence, elle peut venir à un moment ou à un autre de sa vie. On peut être foncièrement pour les vaccins, dans la demande pour les vaccins, mais à un moment donné, dans notre vie, pour diverses raisons que nous allons aborder par la suite, être dans l'hésitation vis-à-vis d'un certain vaccin ou de plusieurs vaccins. La réticence, comme je viens de le dire, peut concerner certains vaccins seulement, pas tous les vaccins. Et cette réticence ou cette hésitation peut aussi se caractériser non pas par un refus radical, mais par aussi une volonté peut-être de repousser dans le temps la vaccination, de se dire ce n'est pas le moment pour moi, pour X ou Y raison, mais ça ne veut pas dire que la personne est contre le vaccin. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, ce n'est pas adapté du point de vue de la personne concernée. Que faut-il retenir de cet élément-là? C'est que face à nous, nous avons des personnes qui, dans leur raisonnement, vont associer plusieurs éléments pour prendre une décision. Le docteur Boson nous a bien exposé toutes les données de santé publique qui justifient la recommandation de la vaccination. Mais individuellement, le traitement de l'information est plus complexe. Et ce qui va se jouer au niveau de l'individu dans cette complexité, je vous invite là à lire le schéma de gauche. Vous voyez les poupées russes. Eh bien, les poupées russes décrivent bien la façon dont peuvent s'imbriquer plusieurs niveaux de réflexion, d'idées, de ressentis qui, au final, vont influencer la décision vaccinale. Bon, les catégories qui sont proposées là, peut-être que vous les auriez rangées autrement. Je vais les décrire un peu et vous voyez, vous, comment vous voulez vous les assembler. L'essentiel, c'est de garder cette notion de complexité. Premier ensemble, on parle des idées et des sentiments. On parle d'un vaccin, ce qui va se passer autour du vaccin, ce que je comprends, ce que je connais de la maladie, l'expérience qu'il y a pu y avoir autour de moi, sujet de cette maladie, de la vaccination, du vaccinateur qui me le propose, du centre de vaccination, va éveiller chez moi des émotions, des sentiments, des idées qui vont se bousculer, qui sont là. Hein. On ne contrôle pas ce que l'on ressent ou ce que l'on pense. Je vais aussi avoir foncièrement ancré une attitude vis-à-vis de la proposition médicale, vis-à-vis de la vaccination. Je suis, on l'a vu plus haut, foncièrement pour, foncièrement contre, un peu hésitant. C'est en nous aussi. Quand on parle des biais cognitifs, c'est aussi ce qui va attirer mon attention. Et là-dessus, nous sommes tous différents. L'ensemble, un autre ensemble qui est intéressant, enfin moi qui m'intéresse plus particulièrement en tant qu'anthropologue, celui de la confiance, des normes sociales, croyances, expériences et craintes. Je vais creuser un peu cette question-là parce que nous l'avons tous entendu au cours des dernières années. Qu'entend-on par confiance? Confiance dans le système de santé, confiance dans la science, confiance dans les laboratoires pharmaceutiques qui produisent les vaccins, confiance dans le discours politique. Quand j'évoque ces différents sujets, je pense que les uns et les autres, vous voyez bien tous les arguments que nous avons pu entendre et qui étaient des signes de manque de confiance au cours des dernières années. Quand on parle de normes sociales,
Ce n'est pas non plus un hasard quand le docteur Boson nous montre que les taux d'acceptation sont plus forts chez les médecins, plus forts chez les sages-femmes, et qu'il y a d'autres groupes professionnels dans lesquels l'hésitation vaccinale est peut-être davantage présente. Plusieurs raisons à ça. La place occupée dans la hiérarchie du système de santé, le contact avec le patient, l'utilisation d'autres moyens de prévention, et puis parce qu'il se joue dans mon groupe de pairs. Quand on se parle, est-ce que tout le monde autour de moi, dans mon groupe professionnel, se fait vacciner? Et dans la demande active, le valorise, le revendique et m'amène aussi à adopter ce comportement. Est-ce qu'au contraire, autour de moi, il y a plein de questions qui se posent, on est plutôt dans une approche, dans une posture critique? Est-ce que je me dois de l'adopter, de me positionner en porte-à-faux? Ce contexte social va venir influencer ce que je ressens, ce que je perçois, ce que j'intègre dans mon raisonnement. Les valeurs morales, l'idéologie, l'identité vue du monde. Alors, chez nous, ça peut être notamment se dire, moi, je ne suis pas pour amener à l'enrichissement des labos pharmaceutiques. Moi, je suis anticapitaliste. Dans d'autres contextes, ces éléments-là, on parlait du niveau international et notamment de ce qui s'est joué autour de la vaccination contre la rougeole ces dernières années. Ça peut être une appartenance à un groupe culturel qui se pense en opposition avec l'Occident, avec les organisations internationales qui sont vues comme venant imposer des valeurs et un modèle, et amener des éléments de prévention qui sont perçus comme une attaque. On va être sur des discours complotistes, c'est pour stériliser notre population, etc. On peut parler aussi de l'histoire de la santé publique, la diminution aussi du recours aux campagnes vaccinales ces dernières années, pendant l'épidémie de Covid. Notamment, on a pu observer dans certains contextes une inquiétude d'être pris comme cobaye pour des essais vaccinaux qui n'auraient pas été déclarés. Donc, les gens qui refusaient d'autres vaccins pour ne pas être vaccinés malgré eux contre des vaccins Covid qui n'auraient pas été vérifiés, avérés. Et ça vient d'une histoire. Il y a tout ça qui se joue dans l'individu. L'individu qu'on a face à nous, il peut, selon son origine, selon son expérience, selon son histoire personnelle, selon son inscription dans son groupe professionnel, il est pris dans tout cela pour prendre sa décision de vaccination. Et encore une fois, la décision peut être totalement différente d'un vaccin à l'autre. La colonne que vous avez sur la droite avec des numéros, alors les numéros, donc c'est vraiment une synthèse issue d'une revue de littérature systématique qui a été réalisée au niveau international, et les numéros renvoient au nombre de fois où ces déterminants sont indiqués comme majeurs dans la littérature. Donc pourquoi je les ai laissés? C'est intéressant de voir que quand même les motifs les plus présents pour aller vers l'hésitation vaccinale sont les inquiétudes sur la sécurité vaccinale. Je ne suis pas sûre que ce vaccin ne va pas conduire à des effets secondaires indésirables. Un manque d'information, une impression de manque d'information sur le vaccin et sur ses effets. Une perception que la maladie qui est prévenue n'est pas dangereuse pour moi. Donc, dans la balance risque-bénéfice, je ne perçois pas l'intérêt de me faire vacciner. La perception que le vaccin a une efficacité faible, donc pareil, dans le risque-bénéfice, quel intérêt à me faire vacciner? Les gens mettent cela en porte-à-faux. Le manque de confiance dans les institutions sanitaires, comme je vous l'évoquais. Important aussi de signaler la question de l'accès compliqué. On l'avait beaucoup entendu au début des campagnes de vaccination pour le Covid. Ça, c'est très présent dans les autres pays. En France, on a la chance d'avoir un très bon accès au vaccin. Mais donc, à noter la question, à retenir la question de la balance risque-bénéfice. Les gens vont prendre leurs décisions par rapport à ça. Alors, donc on retient qu'il y a tous ces éléments qui entrent en compte au niveau international et en complément de
voyez, c'est vraiment les revues de littérature systématique, elles englobent des centaines d'études qui ont été réalisées au niveau du terrain, auprès des professionnels de santé, auprès des populations. Et on met en évidence donc les déterminants les plus fréquents. Un autre travail consiste à voir quelles sont les stratégies efficaces pour répondre à cette hésitation vaccinale. Qu'est-ce qu'on conclut à partir des études disponibles jusqu'à présent? Première chose, c'est qu'il importe de combiner les interventions. Une stratégie qui serait uniquement une stratégie de communication grand public ne serait pas suffisante. Une stratégie qui amène l'obligation n'est pas suffisante. Et ce qui est le plus efficace pour amener un changement de comportement, ce sont des interventions basées sur la communication empathique, la communication interpersonnelle, le dialogue. Et c'est là que votre rôle est essentiel. Ces conclusions-là ont été utilisées en premier lieu, et après ça se décline au niveau national de tous les pays européens, par le CDC, qui est le Centre européen de surveillance et de contrôle des maladies, et qui a, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder, développé plusieurs outils pour aider à renforcer les compétences des responsables de programmes de vaccination et des professionnels de santé pour améliorer cette communication interpersonnelle si nécessaire et si possible. Deux axes d'intervention majeurs ressortent comme étant efficaces et sur lesquels, du coup, l'accent est vraiment mis. Le premier, donc, améliorer la communication et l'information. Mais améliorer cette communication et cette information en écoutant. C'est-à-dire que nous avons les données scientifiques, nous avons les données de santé publique, nous avons la connaissance à un moment T sur les virus et sur la façon de les prévenir. Mais en tant qu'acteurs de la santé publique, nous devons aussi écouter et comprendre là où en sont nos interlocuteurs pour amener le message de telle sorte qu'il soit audible. Et cela est valable aussi bien pour la communication grand public que pour la communication interpersonnelle. Le deuxième axe essentiel, c'est donc d'appuyer les professionnels de santé en tant que... Il y a plusieurs mots qui existent. Ils sont tous un peu dérangeants. Prédicteur, leader d'opinion, influenceur, mobilisateur. Vous voyez comment ces mots reflètent un certain rapport déséquilibré, hein, un pouvoir, le pouvoir du sachant et du scientifique. Mais il n'empêche que, pour de vrai, il y a cette crédibilité et il y a ce pouvoir qui est accordé aux professionnels de santé, qui est légitime, qui reste légitime. Même si pendant l'épidémie de Covid, certains ont eu le sentiment d'être remis en cause, il y a eu des remises en cause publiques et explicites, le professionnel de santé reste une personne en qui on accorde du crédit et à qui on fait confiance. Donc, ce rôle pivot de professionnel de santé implique que d'abord, le professionnel de santé ait les éléments qui lui permettent, lui, de s'y retrouver dans la vaccination. Comprenne et accès aux données pour comprendre où on en est dans les vaccins par rapport à la sécurité vaccinale, comme on l'a évoqué, par rapport au risque-bénéfice. Donc pour ça, apporter une information transparente et notamment sur le processus de surveillance et d'autorisation des vaccins. Ensuite, donc, l'autre élément essentiel et mis en avant dans la stratégie de l'ECDC, c'est donc de former les professionnels à la communication interpersonnelle qui va permettre l'écoute active et le dialogue. Donc, c'est là-dessus maintenant qu'on va s'appesantir un peu plus. Mais d'abord, un deuxième quiz. Je le lance.
Merci. Alors, donc si vous vous êtes demandé, là, il va y avoir cinq affirmations sur lesquelles on vous demande de dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et après chaque affirmation, eh bien, je ferai un petit commentaire que vous aurez le droit de discuter par la suite, hein. Première question. La réponse affirmation. La réponse à apporter au patient hésitant est toujours la même. D'accord, pas d'accord. Ah, je pense que tout le monde a pu voter. Pas d'accord, 98%. Bon, très bien. Effectivement, avec tout ce qu'on s'est dit avant, avec toute la complexité de ce qui se joue dans l'hésitation vaccinale, cela signifie qu'il n'y a pas une seule réponse, un seul discours standard pour venir dégoupiller l'hésitation vaccinale. Mais on a bel et bien besoin d'avoir une réponse qui va être sur mesure. Merci. Deuxième affirmation. Le discours d'un professionnel de santé doit uniquement contenir des données scientifiques convaincantes. D'accord, pas d'accord. Voici les résultats. D'accord, 13%, pas d'accord, 87%. Alors, là, on a une réponse un petit peu plus nuancée, ce qui est très intéressant. Alors, permettez-moi d'utiliser une notion qu'on utilise aussi dans le quotidien, qui est celle du consentement éclairé. Le fait que délivrer de l'information, certes, nous, notre objectif va être que la couverture vaccinale soit optimale. Mais dans l'interaction avec la personne, notre objectif, ce n'est pas de le convaincre coûte que coûte. Notre objectif, c'est que la personne dispose des informations dont elle a besoin pour pouvoir prendre la décision qui est la meilleure pour elle. C'est accompagner la personne à prendre sa décision de manière active. Pour revenir sur notre processus de départ, à être dans une posture de demande active en ayant les éléments qui lui permettent de le faire, en étant convaincu de cela. Si la personne n'a pas consenti réellement, n'a pas eu les informations pour consentir, c'est une personne qui potentiellement se retrouvera par la suite dans la posture d'hésitation ou de refus. Autre élément, la science expérimente. La science n'est pas faite que de certitudes. La science cherche. La recherche cherche. Partager le processus de recherche et les zones d'incertitude, c'est donner aussi la possibilité à la personne en face de décider aussi avec cette zone d'incertitude et avec ses doutes. Et c'est ce qui fait la différence entre les théories complotistes et radicales et la science. Autre chose, dans l'échange avec la personne, dans la communication interpersonnelle, et on va y revenir,
Une des choses extrêmement importantes pour que la discussion soit efficace, accompagne véritablement la personne, c'est l'authenticité. C'est-à-dire le fait d'être soi-même, raccord avec ce qu'on dit. Si on tient un discours qui met de côté certains éléments dont on a connaissance, les données avérées, hein, pas de point de vue subjectif. Évidemment que l'idée, ce n'est pas de partager un point de vue subjectif. Hein. Mais si l'on garde pour soi des données que l'on connaît sur l'incertitude ou qui viennent mitiger certaines conclusions, on les garde pour soi, la personne va le sentir aussi. Ah, merci. Troisième affirmation. Faire peur en présentant les risques en cas de non-vaccination est efficace. D'accord, pas d'accord? D'accord, 22%, pas d'accord, 80%. Eh bien, on bouge un tout petit peu au fur et à mesure. Alors, l'utilisation de la peur en prévention est une stratégie qui est régulièrement discutée et qu'on voit souvent réapparaître. Voir des campagnes de prévention, voir par exemple les images ou les photos sur les paquets de cigarettes, toutes les campagnes de sécurité routière qui peuvent aussi heurter pour certaines, qui sont vraiment dans le crash. Donc, il va y avoir parfois usage de la peur par certains. On le voit aussi actuellement dans toutes les actions autour de la transition écologique, où les discours, on est plutôt sur susciter la peur et la colère, ces émotions. En promotion de la santé, on a en revanche démontré totalement l'inverse. La peur vient inhiber la prise de décision. La peur, l'émotion de la peur, vient prendre la place de la capacité de raisonnement. Des personnes qui sont dans un état de santé mentale où l'anxiété, la peur est extrêmement présente, vont justement être dans le refus. On voit que les théories complotistes ou le rejet est très présent chez des personnes en état de dépression et d'anxiété. Donc, ce n'est pas un levier sur lequel on va venir appuyer, au contraire. En revanche, qu'est-ce qui fonctionne? Ce qui fonctionne, c'est d'amener un discours sur en quoi la vaccination est une solution face au risque. En quoi le moyen de prévention est la solution par rapport au risque qui nous fait peur. C'est-à-dire un discours qui présente les risques potentiels d'hospitalisation ou de formes sévères. Ce sont des données scientifiques, ce sont des données objectives qui permettent de décrire et de caractériser le problème de santé publique qui nécessite la vaccination en réponse et les autres moyens de prévention. Donc, il est important de les évoquer pour les caractériser, pour que les gens comprennent ce qui est en jeu, mais en présentant, du coup, la protection qui est amenée par la vaccination, la protection qui est amenée par les autres moyens de prévention aussi complémentaires à la vaccination. Merci. Dernière affirmation. Ce que je ressens devant un comportement hésitant va influencer la tournure de la consultation. D'accord? Pas d'accord?
Et résultat, D'accord, 94%, pas d'accord, 8%. Alors, pourquoi avoir proposé cette affirmation? Comme ça, quand on en parle, ça semble évident. Dans la pratique, c'est un peu plus difficile. C'est valable dans la pratique professionnelle, c'est valable dans le quotidien, dans toutes nos interactions. Ce que l'on ressent, notre niveau émotionnel, va effectivement venir influencer notre capacité d'écoute et ce que l'on va transmettre à la personne qui est face à nous. Alors, ça ne veut pas dire que faut qu'on devienne des robots, on ne doit rien penser, on ne doit rien ressentir, ce n'est pas la question. C'est la question de comment on fait pour composer avec ce qui se passe aussi en nous, dans cette interaction. On va y revenir plus précisément par la suite. Alors, on va aborder en détail, pour finir, ce qui se joue dans l'interaction, les séquences qui ont été évaluées, la méthode, si vous voulez, les séquences d'une rencontre qui amènent à l'acceptation de la vaccination. Là, on vient d'aborder, on se dit, bon, ben voilà, la revue littérature systématique a montré que le dialogue et la communication empathique entre le professionnel de santé et le patient, donc ce patient peut être un professionnel de santé, conduit à une acceptation de la vaccination au final. Il y a plusieurs programmes qui sont en cours d'évaluation, un peu partout au niveau international, sur ces méthodes. Il y en a quelques-uns qui ont déjà abouti à des résultats convaincants sur donc l'efficacité de cette stratégie. On va regarder une vidéo qui n'est pas longue et qui va sûrement vous sembler un petit peu exotique, voire un petit peu surjouée, surtout pour les gens qui font du théâtre. Mais on va quand même la regarder parce qu'elle est utilisée donc par nos collègues québécois comme tutoriel à destination des professionnels pour montrer justement la méthode à suivre, les séquences. Ce que je vais vous demander à l'issue de cette vidéo, c'est d'écrire, pour ceux qui le veulent, ce que ça vous évoque. Un premier mot dans le chat, vous écrivez ce que ça vous évoque, le premier mot. Si c'est très dissonant par rapport à ce que vous faites, si ça vous semble proche de votre pratique, si c'est effectivement trop exotique, bizarre. Voilà, vous mettez ce que vous en ressentez. Alors, j'espère que vous allez entendre. Vous entendez? Non, ça passe pas, Élise. Ça passe pas, hein? Je peux peut-être moi le reprendre en partageant. Alors, en attendant qu'on arrive à faire passer la vidéo, juste vous dire que ce qui a été expérimenté, là, ce qu'on va regarder, ça a aussi déjà démontré son efficacité sur d'autres sujets, hein. C'est notamment une approche qui est très utilisée dans la réduction des risques, au niveau de la dicto. C'est des choses que l'on utilise aussi pour amener à l'observance des traitements chez les malades chroniques.
C'est une approche aussi qui a été expérimentée dans la discussion avec les patients VIH depuis une bonne vingtaine d'années. Ça a également démontré son efficacité dans les soins palliatifs pour les directives anticipées. Donc là, on ne fait que transférer finalement une approche qui a déjà été largement éprouvée depuis 20 ans dans d'autres secteurs. Alors, Joanie, quel est ton point de vue sur la vaccination? Avant, je faisais vacciner sans vraiment me poser de questions. Mon fils Jacob a reçu tous ses vaccins d'enfant. À l'âge de 1 an, il a fait une grosse réaction. Puis par la suite, on lui a pas donné de vaccin. Puis là, pour ma fille et moi, je me pose des questions. La réaction de Jacob après la vaccination d'1 an, ça t'a vraiment fait peur. Aujourd'hui, tu crains de donner les vaccins à tes enfants? J'ai eu vraiment peur. Je l'avais jamais vu comme ça. Il a fait une grosse bouffée de fièvre. Il était vraiment pas bien. On n'a pas été obligé de venir à l'hôpital, mais c'était inquiétant. Je voudrais pas qu'Emma vive la même chose. Puis en même temps, je voudrais pas qu'elle attrape une maladie grave non plus. La santé de tes enfants, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui te préoccupe beaucoup. Mais c'est pour cette raison que tu n'aimerais pas qu'Emma attrape une maladie qui pourrait être évitée par la vaccination. Non, je sais que les vaccins fonctionnent. Ils ont permis d'éliminer certaines maladies. Mais bon, je trouve qu'on donne de plus en plus de vaccins pour des maladies qui ne sont pas vraiment graves, comme la varicelle. Nous, on a tous eu la picote, puis on n'est pas morts. Même si certaines maladies, comme la varicelle, te semblent moins graves, tu sais que les vaccins, c'est quelque chose d'efficace. Et à ton avis, c'est pour quelle raison qu'on l'a rajouté, ce vaccin de la varicelle, dans le calendrier? Aucune idée. Est-ce que tu voudrais que je te l'explique, qu'on en parle? Oui, bien sûr. En fait, tu as raison. La varicelle, ce n'est pas une maladie qui est grave. Dans la plupart des cas, ce n'est pas grave. Pourtant, dans 5 à 10% des enfants, il peut y avoir des complications. Les complications, elles peuvent prendre la forme de pneumonie, elles peuvent prendre la forme d'infections, des infections de la peau, cutanées, ou des infections du sang. Si on ne traite pas assez rapidement ces infections, ça donne un risque mortel en fait pour les enfants. Les vaccins, eux, vont prévenir la majorité des infections, des complications. C'est pour cette raison qu'on a rajouté le vaccin dans le calendrier vaccinal. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne savais pas qu'il y avait autant de complications suite à une varicelle, puis qu'on pouvait même mourir de cette maladie-là. Voilà, donc c'est le moment de dire ce que vous pensez si vous voulez. Empathie. Vous avez entendu pour finir. Échange, écoute, reformulation, pédagogie, écoute attentive et bienveillante, écoute. Vous avez le droit de dire aussi ceux qui ont un avis plus critique, vous avez le droit de le dire aussi. Écoute active avec reformulation. Adapter la communication à la personne et écoute de son vécu. Merci. Questionnement. Pas de monopole dans le dialogue. Écoute et place laissée à la personne. Bienveillance. Pas de jugement. Écoute active, sans jugement. Merci. Effectivement, vous avez tous noté la place qui était laissée au point de vue de la personne. La professionnelle de santé n'intervient pas tout de suite en apportant les éléments. Elle laisse la personne dire ses inquiétudes et reformuler.
Je vais vous proposer un schéma, et oui, amener de l'information seulement si l'autre est d'accord. Je vais vous proposer un schéma qui récapitule toutes ces étapes et qui, du coup, bah, vous pourrez, on vous le partagera, hein, donc vous pourrez le garder aussi pour vous, si vous voulez, et vous entraîner avec. Hein. Ce n'est pas forcément facile, cette démarche d'écoute et d'attendre, surtout quand on connaît les données, quand on a envie de passer les messages. Hein. Donc, ça peut nécessiter un peu de pratique aussi, même si je pense bien que la plupart d'entre vous l'utilisent déjà. Alors, voilà. Donc, ce sera ma dernière diapo. Hein. Là, vous avez toutes les étapes. On les découpe comme un scénario. La première va consister à se demander, on l'a évoqué tout à l'heure, à se demander où j'en suis moi. Est-ce que là, moi, je suis en capacité d'écouter? Et est-ce que j'ai le temps? Est-ce que là, j'ai le temps pour écouter la personne? Si je ne l'ai pas, notre dialogue-là peut être contre-productif. Donc, il faut que je me demande si je suis en capacité de le faire, si je dois passer à ma collègue ou si je dois donner un autre rendez-vous. Si on a la possibilité, évidemment. L'autre étape, c'est celle donc de se mettre effectivement à la disposition de la personne, être dans une posture d'écoute active. Et comme vous l'avez mis dans le chat, il y a ce temps de reformulation de ce que la personne a dit. Tu es inquiet pour tes enfants, pour la santé de tes enfants et tu veux prendre la bonne décision. Je reformule. Tu as peur pour tes enfants. Je répète ce que la personne m'a dit. Je lui montre que je l'ai écouté, que j'ai entendu. Et que ce qu'elle évoque, eh ben, c'est légitime. Ensuite, je vais l'amener, puisque j'ai eu ce temps d'accueil de l'émotion. Une fois qu'on a accueilli cette émotion, ça laisse la place à la réflexion, au raisonnement. On va venir libérer de la place dans le cerveau pour le raisonnement. Et je vais accompagner la personne à formuler des idées divergentes. Les idées divergentes, vous l'avez entendu, c'est « tu as des doutes ». Quels sont ces doutes? Qu'est-ce que tu connais sur ce sujet-là qui t'inquiète? Quelles sont les informations dont tu disposes? Et qu'est-ce que tu sais en contrepartie? Qu'est-ce que tu sais de ce que les vaccins apportent? Et à partir de là, faire la synthèse des quelques éléments que la personne va présenter. Pourquoi cette étape est importante? Cette étape est importante parce que, d'une part, ça vous amène à écouter où elle en est dans son raisonnement et dans son niveau de connaissance et d'information. Et d'autre part, vous lui donnez l'assurance qu'elle a le droit de penser par elle-même, qu'elle a le droit de parler, qu'elle a le droit de poser des questions pour ensuite être active dans sa décision. Et c'est dans un troisième temps, après avoir pris le temps d'accueillir ça, les émotions et l'état de raisonnement, qu'on propose les éléments de solution. Je propose de t'apporter des informations complémentaires. En quoi le vaccin apporte une efficacité, est efficace, apporte une complémentarité dans la prévention. Pourquoi est-ce qu'on le propose? Pourquoi est-ce que c'est recommandé? Je vais t'expliquer pourquoi c'est recommandé. Est-ce que tu veux savoir pourquoi l'obligation a été levée? Ce n'est plus qu'une recommandation, mais c'est quand même une recommandation. Et pourquoi ça l'est? Voilà, mais on propose. Et si la personne n'est pas prête, montrer qu'on est disponible pour y revenir une prochaine fois. Dans la discussion avec la personne, il peut y avoir aussi, donc tout à l'heure, le docteur Boson a expliqué l'importance de la vaccination pour protéger les professionnels de santé, pour protéger l'entourage. En laissant la place à la personne pour exprimer son rapport à la vaccination, vous lui laissez aussi la place d'exposer ce qui se passe dans sa vie personnelle, pas que dans sa vie professionnelle. C'est aussi une occasion pour venir proposer des vaccinations complémentaires ou amener aussi des messages de prévention plus larges. Comme le docteur Boson nous parle du cocooning notamment, ça peut permettre d'amener les messages sur « Ah bah oui, mais alors il va y avoir un bébé dans la famille, eh bien peut-être que tu peux aussi proposer de porter le message autour de toi. Ah mais s'il va y avoir un bébé, peut-être qu'il faudrait considérer aussi telle vaccination, telle vaccination. » Cette occasion, ce que va nous partager la personne, peut donner l'occasion aussi d'avoir un message plus complet
sur la prévention. Et enfin, donc la dernière étape, et je vous le redisais tout à l'heure, ce que l'on veut, c'est accompagner les personnes à prendre la décision vaccinale en ayant les éléments d'information qui le permettent. Donc, on termine en expliquant que, bah oui, c'est normal d'être dans une posture critique, de se poser des questions et qu'on espère avoir répondu aux informations. On a d'avoir répondu aux questions et donné les informations dont la personne a besoin. Que sinon, bah, on reste disponible pour apporter des compléments d'information. Voilà, donc ça, c'est le processus qui a été expérimenté, qui a démontré son efficacité découpée en séquences. Donc, je m'arrête là. Et voilà, je vous propose qu'on en échange, si vous le souhaitez. Vous avez peut-être aussi des questions sur ce qu'avait présenté le docteur Boson. Avez-vous des questions? Merci à toutes les deux pour vos interventions. C'était passionnant. Alors, sur le chat, à moins que des questions comme ça à la volée soient verbalisées par là tout de suite, sinon je remonte dans le chat. Alors, il y a une question d'Hervé Blanchard, coucou, qui vient du CEPIAS Île-de-France. Voilà. La tentation de toujours présenter la vaccination d'un point de vue très ou trop scientifique et de manière académique n'est-elle pas un frein majeur? Et puis, deux autres questions. Je les pose toutes en même temps, Élise? Oui, très bien. La question de la logique de la vaccination varicelle dans une population à 96-97% protégée, ça c'est plus pour Fabienne peut-être, y compris la problématique si sérologie négative. Et puis, retour pour Élise sur l'usage de la peur et différents lieux de vie, ancien monde, nouveau monde, anglo-saxon versus Europe du Sud. Donc, je ne sais pas comment vous répartissez. Bah, pour répondre à la varicelle, oui, j'entends bien. Alors, je ne suis pas sûre que 97% soient immunisés, hein, contrairement à ce qui est dit. Après, sur le diaporama, les données de Santé publique France, c'était vraiment sur une population non immunisée, donc non immunisée, non protégée, pour lequel il y aurait une indication, sachant que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels de santé qui ont en tête que la varicelle ferait partie des vaccins recommandés. Voilà, je ne suis pas certaine. Mais globalement, tout le monde n'est pas immunisé contre la varicelle. Et comme c'était présenté dans cette petite vidéo, il peut y avoir des formes graves, et les formes graves, elles arrivent chez les gens parfois fragiles, immunodéprimés. Je suis d'accord. Bonjour, Hervé Blanchard. Merci d'abord pour l'organisation de ce webinaire extrêmement important, intéressant. Non, simplement, effectivement, le problème de la sérologie, je suis très surpris, effectivement, qu'on continue à porter cette idée-là, alors qu'il y a des gens qui ont des sérologies authentiquement négatives et qui, pour autant, s'ils croisent à une varicelle en ce moment ou dans quelques semaines sur les lieux de vacances, vont réveiller leurs cellules mémoire et avoir une réascension des anticorps. Et ça, je pense que c'est typiquement le genre de frein qu'on a sur des vaccinations qui ne semblent pas, en tout cas pour certains professionnels dont je fais partie, comme véritablement importantes dans la mesure où la maladie naturelle de l'enfance protège dans une proportion qui avait été estimée les années où je m'intéressais à cela en étant assez virologiste, on va dire, dans l'âme, et c'était vraiment le chiffre qu'on avait dans les études internationales. Donc ça, c'était juste pour échanger, hein. Ça ne remet pas en question la vie de la chaise, mais je trouve que c'est difficile, effectivement, à relayer sur le terrain sur ce type de pathologie. Et pour autant, en ayant été il y a encore plus longtemps réanimateur, j'ai effectivement eu à prendre en charge des SDRA chez des jeunes. En milieu militaire, c'était assez étonnant de voir qu'ils n'avaient pas été protégés, mais c'était l'époque du service national, mais également dans le milieu de la santé. Donc effectivement, ça peut être un problème. Donc en tout cas, merci pour vos présentations. Et puis, ma première question peut-être, sur le côté trop scientifique, on y a répondu, vous y avez parfaitement répondu. Je l'ai posé au moment où vous alliez passer les quiz. Donc en tout cas, merci, c'était comme toujours très intéressant et ça manque, je pense, effectivement, cette approche anthropologique, enfin ces explications
par des professionnels des sciences sociales, je pense, dans nos formations académiques, en tout cas nous les médecins. Je pense que c'est vraiment toujours très enrichissant de voir comment, et le film, la petite vidéo est très instructive. Et merci pour les explications. Merci à vous. Et pour conclure, il y aurait beaucoup à dire, je pense, sur les usages de la peur, effectivement, ailleurs, et notamment des usages qui peuvent être faits. Alors ça, c'est un levier qui est intéressant dans la communication aussi grand public, en passant par le média télévisuel, notamment. En Amérique latine, vous avez les telenovelas, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà vu, hein, où c'est toujours catastrophique. C'est-à-dire qu'il nous arrive quelque chose, on n'a pas adopté le moyen de prévention, et on va se retrouver dans la situation extrême, et ça va être parce qu'on n'a pas écouté, on est maudit, etc. Et on conclut sur l'idée qu'il aurait fallu adopter la vaccination. On le voit aussi dans les séries américaines du type Grey's Anatomy ou autres, qui se situent dans les hôpitaux, et où vous avez des experts de la promotion de la santé qui appuient l'écriture des scénarios. Et l'idée est toujours de passer par vraiment l'émotionnel, la situation de crise, le décès, pour ramener après à la fin le message de prévention. Alors, on n'est pas là-dessus chez nous. Mais effectivement, le monde anglo-saxon est quand même très différent de notre monde à nous. Et je pense que si vous avez, comme vous l'avez dit, travaillé en Afrique ou en Asie du Sud-Est, les approches sont très différentes, populationnelles. Tout à fait. D'où l'importance de faire du sur-mesure et ce qui est entendu et ce qui se fait maintenant de manière quasi systématique partout. Alors, une autre question. Quelle piste, expérience avez-vous pour replacer l'accompagnement à l'information à travers les supports dématérialisés, notamment à destination du jeune public ? Alors, est-ce que vous voulez nous en dire plus sur votre question, Madame Godel ? Si vous êtes toujours là. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Non, mais en fait, c'était une interrogation parce que c'est vrai qu'on voit bien que finalement, la communication empathique, l'entretien motivationnel, le rapport en proximité sont particulièrement adaptés du coup pour accompagner l'hésitation vaccinale. Et je me dis, à l'heure de la dématérialisation des réseaux sociaux, des sites internet, des QR codes, comment on peut instiller un petit peu de cette patte-là dans les supports dématérialisés qui sont quand même très sollicités par le public jeune pour le coup. Tout à fait, tout à fait. Alors encore une fois, on parle de stratégie complémentaire, du coup, même pour ces jeunes, ça va être vraiment quand même la communication interpersonnelle qui va être déterminante. Mais comme vous dites, il y a tout ce bruit de fond autour. Donc déjà, en ressources locales, nous avons le site du Pass Santé Jeune avec des modules explicatifs sur la vaccination. Donc déjà, ça, c'est des supports aussi qui peuvent être utilisés de manière large et communiqués et relayés, qui vont donner pareil, qui va être dans l'apport de contenu scientifique, mais retravaillé pour être dans ce qu'on appelle la littératie, donc compréhensible pour le public. Donc déjà, ça, je vous le recommande, c'est déjà une ressource. Et après, on peut aussi envisager de réfléchir ensemble à d'autres, si vous y voyez un besoin au niveau de la ville de Besançon, au niveau régional, on peut aussi en reparler pour voir s'il y a des choses à mettre en place ou à penser. Oui, l'idée, c'était aussi d'ouvrir un partage d'expérience avec les autres collègues, en fait. Merci. Alors, une autre question. Les travailleurs sociaux, pour Fabienne, les travailleurs sociaux sont-ils concernés comme les de professionnels de santé, sachant qu'ils sont en contact avec des populations à risque? Pour autant, je constate qu'ils semblent ne pas être sensibilisés lors des échanges que nous pouvons avoir. Oui, je pense que oui. On parle de l'aide à domicile. Donc, oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas ciblés à proprement parler, mais à partir du moment où ils sont en contact avec des gens à risque, ce serait bien qu'ils soient sensibilisés à la problématique. Oui, je vous l'accorde. Mais c'est vrai qu'ils ne font pas partie du listing franchement ciblé. Après, quand ils interviennent dans des structures collectives, il peut aussi y avoir une lisibilité et une évaluation du risque par le service de santé au travail, qui juge pertinent ou pas de proposer telle ou telle vaccination selon l'exercice qui va être conduit. Une autre question, quel conseil vis-à-vis des fake news?
Alors, c'est un processus complexe, hein, les fake news. Hein. Alors, justement, Nathalie, après, on partage le support, du coup. On le partagera au Oui, oui, partage. bien sûr, ce sera en lien sur la chaîne YouTube. Donc, voilà. D'accord, super. Donc, vous verrez ce que le manuel que j'ai utilisé, le guide, alors, bon, enfin, je vous le retrouve, contre la mésinformation. Il existe en français. Il a été fait au niveau international au début de l'épidémie de Covid pour justement répondre à la question des fake news. Donc, dedans, vous avez tout un déroulé et des propositions pour l'analyse des messages qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont mis présents, analysés, et comment y répondre, quelle démarche suivre. Donc, pour ceux que ça intéresse, vraiment, vous pouvez creuser, c'est très opérationnel. Donc, vous aurez le guide. Mais c'est un gros travail. Il y a notamment le rattaché à la London School of Hygiene and Tropical Medicine de Londres, qui est un centre de surveillance de la Vaccine Confidence, et qui étudie ça au niveau international. Il va faire l'analyse vraiment de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les sites internet, et qui va proposer aussi des messages au fur et à mesure, qui sont financés par l'UNICEF. Donc, il y a des gros programmes là-dessus au fur et à mesure. Mais le manuel peut déjà vous donner quand même, il est pas mal. Franchement, il est pas mal fait. Et pareil, avec des choses qui ont démontré leur efficacité. Alors, pour Fabienne, précision s'il vous plaît, lorsqu'on a une maladie infantile, l'immunité est-elle suffisante ou doit-on se faire vacciner? Eh ben, non, en effet, c'est-à-dire que c'est justement un des arguments pour les gens qui sont anti-vaccins, c'est que souvent ils vont vous dire mais il vaut peut-être mieux faire la maladie que d'être vacciné, on est quand même mieux protégé via la maladie que via la vaccination. Donc oui, si on a fait une rougeole, une rubéole, une varicelle dans l'enfance confirmée, on a une immunité, c'est ça justement qui va faire qu'on va vacciner. Par contre, quelqu'un qui a été vacciné ou quelqu'un qui a eu une rougeole bien définie, il peut très bien avoir une sérologie négative, c'est ce que disait M. Blanchard tout à l'heure, c'est qu'en fait il y a le mécanisme de la mémoire immunitaire qui va faire qu'en cas de contamination ou de contact avec quelqu'un qui serait porteur de la rougeole, de la rubéole ou ainsi de suite, il va y avoir une réactivité immunitaire. Donc oui, avoir la maladie, c'est toujours mieux. Ensuite, y a-t-il un outil prévu pour la vaccination contre le papillomavirus qui va être abordé à la rentrée? Alors, je n'ai pas pris le temps de regarder, mais sur YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle WhyDoc, qui est intitulée Vaccin sexe cancer, qui parle de la vaccination visiblement contre le papillomavirus. Alors, je ne sais pas si c'est une production de la mission nationale Matisse, mais bon, visiblement, il y a des choses quand même qui commencent à apparaître et on pourra les mettre en lien sur le site du CEPIAS éventuellement en complément. Et puis, alors une autre question d'Hervé, comment promouvoir réellement e-bug insuffisamment porté de mon point de vue par le ministère ou les institutionnels? Alors ça, du coup, c'est plutôt pour le public jeune. Effectivement, c'est un bel outil, mais sur lequel nous, on ne s'appuie pas trop. Alors, probablement si dans les services, enfin pour les établissements scolaires, mais pas. En tout cas, nous, on ne s'appuie pas tant que ça dessus au niveau du CEPIAS, j'avoue. Je ne sais pas, Elise, si tu as une expérience. Non, j'avoue que non plus, mais je vais me plonger dedans. Voilà. Oui. Alors, je réponds à la question de M. Blanchard. Oui, en effet, coqueluche. En effet, il y a beaucoup d'infections bactériennes pour lesquelles l'immunité n'est pas la même, en effet. Tout à fait. Mais tout ce qui va être viral, donc ROR et globalement les infections de la petite enfance, voilà. D'ailleurs, la vaccination coqueluche, c'est pareil, elle ne protège au maximum qu'une petite dizaine d'années, hein, ce qui peut parfois poser questionnement avec ces vaccins recommandés à des âges fixes et possiblement, enfin pas possiblement, recommandés chez les professionnels de santé en contact avec la petite enfance. Et on maintient pourtant un 45, 65. Il y a quand même probablement un delta, un hiatus, parce qu'au bout de 10 ans, la protection vaccinale, elle ne dépasse pas 10 ans non plus, quoi. Oui, je me suis permis de reprendre cette partie-là parce que Tout à fait. il y a beaucoup de mes collègues, j'étais très surpris lorsque j'étais sur le terrain, avant d'être au CEPIAS, de voir sur le terrain un nombre de collègues médecins ne sachant absolument pas la durée de protection de la maladie elle-même, naturelle, qui est de que quelques années, comme vous l'avez rappelé, le vaccin protégeant probablement moins, hein, c'est plutôt de l'ordre de 3 à 5 ans.
8. D'où l'intérêt, enfin ça peut être plus prolongé, mais d'où Oui, l'intérêt oui, oui. de suivre les recommandations, en tout cas lorsqu'on travaille à l'hôpital. Je pense que suivre les recommandations de revaccination systématique lors des rendez-vous sur DTP, c'est vraiment important, franchement. Et on a quand même vu des collègues faire des formes graves de coqueluche, parce que avec fracture de côte, rupture diaphragmatique, enfin c'est quand même, les Chinois appelaient ça la maladie de la toux des 100 jours. Hein, et on peut avoir des réactivations liées à des pathologies virales extrêmement invalidantes qui n'ont rien à voir avec autre chose que la physiopathologie, une espèce de mémoire neurogène respiratoire, et c'est vraiment très invalidant. Donc, message pour les collègues qui sont présents, mais les présents en général sont intéressés. C'est pas ceux On a qu'il eu, faut convaincre. on a eu à Besançon, il y a quelques années en arrière, comme une petite vague épidémique chez les professionnels au sein du SAMU. Oui, on a fait plus fort à Paris. On avait eu une alerte coqueluche avec un internat blanc, vous imaginez? Et je ne sais pas combien parmi ces internes en formation, enfin ces futurs internes, pardon, en tout cas on l'espérait, qui étaient en néonat ou en maternité. Donc un vrai souci de santé publique. Et nous, on a, enfin, c'est pas des histoires de chasse, hein, on a régulièrement aussi des épidémies en EHPAD, dans les structures accueillant des personnes âgées. Donc voilà, d'où l'importance aussi, effectivement, de ce rappel vaccinal. D'où l'intérêt de la démarche qui était portée très fort par l'ancienne présidente de l'HAS, de la côté secteur vaccination, hein, qui a porté le cocooning très fort pendant des années, et effectivement, on y est arrivé, y compris avec une communication un peu hasardeuse dans le Covid, hein, parce que finalement, c'était ça aussi, les défis, c'était d'expliquer que les personnes proches ou en contact avec les personnes fragiles ont intérêt, effectivement, à vacciner pour protéger leurs proches ou les gens fragiles autour d'eux. Une dernière remarque dans le chat, le BCG plus obligatoire chez les professionnels de santé, qu'en pensez-vous? Il est déjà plus recommandé non plus dans la population pédiatrique chez nous en France, donc parce qu'on estime que la circulation et le risque d'être exposé. En fait, l'intérêt de la vaccination BCG, ça je vous apprends rien en étant au CLAD, c'est de protéger surtout les tout petits de tout ce qui était méningite tuberculeuse et d'atteinte méningée tuberculeuse. On a vraiment fait baisser les services de réanimation pédiatrique au début de l'instauration de cette vaccination, enfin en tout cas les effectifs de patients et d'enfants malades grâce à la vaccination. On protège bien le tout petit. Au-delà de 15 ans, de toute façon, on ne propose plus cette vaccination. Donc, oui, je pense qu'on sera confronté probablement de plus en plus souvent à des cas de contact avec des patients bacillifères et contaminants chez les professionnels, probablement non humains. Ouais, je vous l'accorde, mais ce n'est pas moi qui fais les recommandations. Et vous, des dernières remarques ou questions avant de clôturer. Alors donc là, pour finir, je rappelle ce que j'ai évoqué en début de réunion. Donc ce premier temps sera consolidé par l'animation de 3 après-midi, les 19 septembre, 3 octobre et 17 octobre, sur Dijon, Besançon et Dole respectivement, sur l'après-midi de 14h à 17h, avec une approche cette fois-ci pratique de mise en situation finalement, pour vous approprier les différents outils et la démarche empathique en fait que nous a présenté Élise juste à l'instant. Donc ces ateliers-là sont avec un nombre de personnes attendues de 20 maximum par séance. Donc, je vous invite à vous inscrire si vous souhaitez y participer. En revanche, si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas nous rejoindre ce jour-là, si vous pouvez nous le dire, parce que ça pourra libérer une place pour d'autres personnes qui souhaiteraient y participer. Et puis, on va réadresser en fait à l'ensemble des personnes qui ont participé en fait à ce webinaire les liens pour que vous puissiez vous inscrire si ce n'était pas déjà chose faite au préalable. Voilà. Donc, le diaporama, je pense qu'on pourra le mettre sur le site du CEPIAS. Nous mettrons le replay sur la chaîne YouTube du CEPIAS.
Nous réadressons un mail à l'ensemble des personnes qui étaient présentes ce jour pour les inscriptions aux ateliers pratiques de l'automne. Et puis, s'il n'y a plus de dernières questions ou commentaires, eh bien, je vous propose, il est 15h35, on est juste à l'heure, de lever la séance, de vous remercier pour votre participation et puis une prochaine séquence pour d'autres sujets. Et bonne fin d'après-midi à tous. Merci, au revoir. Au revoir.